Bonjour à tous, je suis Jean-Maurice Nem et en ma qualité d'associé conseil du groupe Exconnexium, je suis très heureux de vous accueillir pour notre webinaire consacré à la valorisation d'entreprise. Ce webinaire va être animé dans un instant par Quentin Gros, spécialiste en fusion-acquisition et directeur de Exco Finance et Transactions. Alors, le but de cette présentation n'est pas de faire un cours théorique sur la valorisation d'entreprise, mais de vous présenter une approche pratique et pertinente pour des dirigeants de PME remises dans un environnement régional. Alors, on a coutume de dire qu'il n'y a pas de valeur d'entreprise gravée dans le marbre, mais toute une possibilité de valeur avec l'idée d'une fourchette de valeur. Qu'en est-il concrètement? Élément de réponse tout de suite avec Quentin Gros, notre directeur fusion-acquisition. Bonjour à tous et merci d'être connectés pour ce webinaire que je vais vous présenter. Donc, ce webinaire sera consacré finalement à l'évolution des valorisations d'entreprise avec un focus principalement sur le Grand Est en 2023. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est finalement faire un bilan de l'année 2023 en termes de cession et de transmission d'entreprise. Donc, d'un point de vue général, en France, en fait, on a vu une diminution de 20 à 30% du nombre de transactions sur le territoire. Alors, ceci est lié à finalement trois grandes causes. La première, c'est l'incertitude globale économique, finalement, le manque de visibilité sur le moyen long terme qui, en fait, a dissuadé certains dirigeants de faire des opérations capitalistiques, qui a reporté finalement à plus tard ces opérations pour se concentrer finalement sur leur propre secteur et leur propre activité. Le deuxième point, c'est finalement l'augmentation, et l'un des principaux points, l'augmentation des taux d'intérêt, alors qui a impacté à la fois des opérations de grande ampleur, type LBO ou de rachat de grandes sociétés, parce qu'on peut le voir, le coût de financement va être beaucoup plus important et va être décuplé suivant la grandeur finalement de l'acquisition. Mais va impacter aussi les petits repreneurs personnes physiques qui ont vu le rapport rester le même, mais ont vu finalement une augmentation du coût total de 2022 à 2024, comme on peut voir sur la droite. Sur un montant, par exemple, de 5 millions, durée qui est plutôt normale de 7 ans, et bien finalement, on va avoir une augmentation du coût de 400 000 euros passé de 2022 à 2024. Donc ça joue finalement sur le coût à rembourser et ça va jouer sur les montages, puisque en fait, en lien avec le troisième point, qui est l'inflation et les performances financières en déclin, parce qu'on a vu que sur 2023, finalement, avec les deux points précédents, et les conflits ont fait une augmentation des coûts matières, une augmentation de l'énergie qui ont fait impacter finalement les performances financières des sociétés. Et du coup, cette diminution financière fait qu'on a des leviers moindres pour lever de l'endettement avec un endettement plus cher. Donc la conjoncture des deux fait que finalement, des opérations ont pu être annulées puisque face à des acquéreurs et des vendeurs qui étaient restés sur des multiples de valorisation élevés. Et voilà, il faut voir avec le temps une évolution de ces valorisations. On verra après l'impact que ça a eu en 2023 par rapport aux années précédentes. Et finalement, la conjoncture de tous ces points fait qu'on va avoir des opérations qui auraient pu se faire les années précédentes, là, avec les performances financières qui ne sont pas au rendez-vous et l'augmentation des taux, finalement, n'ont pas eu lieu. Alors, quelle perspective sur cette année? En premier lieu, on a un décalage des opérations, certaines qui ont pris plus de temps, qui ne se sont pas faites sur 2023, vont se faire et se déclencher sur 2024. Donc, il va y avoir un rattrapage et sûrement un premier semestre 2024 bien meilleur que, en tout cas, le second semestre 2023. Mais qu'en est-il sur la fin 2024? Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop, parce que c'est lié encore à cette incertitude économique mondiale
des conflits militaires, qui est lié finalement avec des réélections dans des grands pays aujourd'hui, que sont les États-Unis et le Royaume-Uni prochainement, et qui vont jouer aussi sur ces coûts de financement derrière, et peut-être du coup dégager des performances meilleures pour les sociétés et retrouver un niveau de transaction semblable aux années précédentes. Donc on l'a vu, une baisse globale liée à une conjoncture économique perturbée sur 2023. Si on fait le focus aujourd'hui sur la région Grand Est, et de quoi on parle quand on parle de la région Grand Est? Finalement, c'est une région assez dynamique qui représente quand même 8,5% de la population française, avec un PIB de 153 milliards en 2023. Un taux de chômage à 6,9%, donc qui est dans la moyenne nationale. On aurait pu penser que ça peut être supérieur, mais finalement, on est dans la moyenne nationale, avec toujours ce problème de recrutement qu'on peut retrouver, mais ça, c'est à tout niveau et tout secteur d'activité. Et ce qui est très important, finalement, l'attractivité de la région, ça va être lié à ces 800 km de frontières avec des pays limitrophes aux économies intéressantes comme l'Allemagne. Et finalement, cette région est la deuxième région exportatrice de France. Et on peut le voir que quand on est visible à l'export et qu'on travaille à l'export, et bien finalement, on va avoir aussi un retour d'investissement avec des étrangers qui vont être intéressés par le savoir-faire spécifique de la région, de nos entreprises, et puis qui finalement va avoir un retour d'investissement sur la région. Et du coup, on a sur 2023 5600 emplois qui ont été maintenus ou créés grâce aux investissements étrangers. Et on va le voir ensuite dans un degré un peu plus de détail, comment lier et les investissements étrangers. Donc, sur le tissu économique dans le Grand Est en 2023, donc, la région représente plus de 280 000 entreprises, dans trois grands secteurs, le commerce, la construction et l'industrie, c'est trois grands secteurs qui représentent plus de 50% finalement de ces entreprises. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé finalement des transactions sur l'année 2023 pour voir un petit peu les secteurs dynamiques, les valorisations, et puis un petit peu voir la tendance générale qui sont les investisseurs et si la région est aussi dynamique dans les transactions qu'elle peut être dans son activité à l'export. Donc on a pu analyser 90 transactions en 2023. Alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup plus de transactions sur l'année, mais il y a beaucoup de transactions qui passent sur le radar, qui sont trop petites ou alors dont les données ne sont pas publiées. Donc nous, on s'est basé sur des transactions sur lesquelles on a pu avoir un rapport. Donc sur 90 transactions, l'écart type de valorisation, ça peut aller de 1 à 150 millions de valorisation sur ces entreprises. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu la segmentation, finalement, en termes de chiffre d'affaires, de taille de ces transactions, des sociétés cibles. Il y en a eu 40, donc quasi la moitié entre 0 et 5 millions de chiffre d'affaires, 27 entre 5 et 20 millions, et 23 entre 20 et 150. Donc on voit que la répartition 5, 20, 150 à peu près la même, mais une majorité concerne quand même des PME, des petites entreprises. Donc, quels sont les secteurs finalement qui ont été les plus dynamiques en 2023 sur la région? Eh bien, sur ces 90 transactions, donc il y a plus de la moitié, 50 opérations qui ont concerné 5 grands secteurs. Et le premier en tête, c'est l'industrie. On sait que finalement, la région Grand Est a un tissu économique assez industriel. C'est un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années et puis maintenant qui repart, et puis avec une dynamique aussi de réindustrialisation au niveau national. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain regain sur ce secteur, et puis des transactions qui vont se faire. Et du coup, en 2023, il y a eu 17 opérations sur les 90 analysées dans le secteur de l'industrie. On sait maintenant que la France est aussi tournée vers les services, et la région Grand Est n'en déroge pas, avec 10 opérations qui ont été effectuées sur ce secteur. Et ensuite suit
Suivent 3 autres secteurs. Le bâtiment qui est toujours un secteur dynamique avec pas mal de transactions et pas mal de sessions. Le secteur informatique, on en reparlera après, mais finalement qui a, lui, bénéficié de la période post-Covid, avec notamment des valorisations assez intéressantes. C'est un secteur qui est finalement résilient aux crises et qui du coup a vu son marché vraiment dynamique sur les dernières années. Et puis le transport logistique avec 6 opérations. Donc, sur toutes ces opérations, on en a ressorti 3 pour faire un petit focus et voir en fait quels sont les acquéreurs, quelles sont les transactions qui ont pu être intéressantes, un petit peu représentatives de tout ça. Et la première, c'est les pompes Rushdie, qui a été racheté par les Anglais Nucléo. Donc les pompes Rushdie qui ont notamment un site à Mulhouse, qui produisent des pompes centrifuges pour l'application nucléaire. Donc on voit que le secteur, même si on est dans l'industrie, sur un secteur comme le nucléaire qui est encore porteur aujourd'hui, voilà, c'est très intéressant. Et là, pour le coup, on l'a dit, porté à l'export, intéressé par des investisseurs étrangers. Et du coup, là, c'est un Anglais qui est venu investir dans la région Grand Est. La deuxième transaction, c'est Stevnin Nolevo, donc qui est spécialisé dans l'estampage industriel, qui était une participation de Capital Grand Est depuis 2018. Donc c'est cette forge ardennaise qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, est vachement exposée à l'étranger aussi, puisque en fait 90% de son activité est faite à l'export. Et du coup, elle s'est adossée à Sifcor, qui est un groupe 10 fois plus gros qu'elle, qui est aussi basé dans le Grand Est. Donc là, on est resté dans la région. Mais finalement, Sifcor, qui est historiquement présent dans la fabrication de pièces automobiles forgées, là, avec Stevnin, s'offre une diversification hors du secteur automobile, qui est un petit peu un secteur qui a souffert un petit peu en déclin sur les dernières années. Et la troisième transaction, c'est Nodarius. Là, on est dans le conseiller d'ingénierie, et notamment qui fait 40 millions de chiffre d'affaires, donc assez intéressante et importante, et notamment basée dans le secteur de la santé, et voilà, qui a été cédé au groupe Effort, qui est un groupe lyonnais spécialisé en sciences de la vie et qui est soutenu. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une opération de build-up, il y a une stratégie, est soutenue par plusieurs fonds d'investissement, Raise, Andera et Capsa, pour ne pas les nommer. Donc là, on est totalement dans un momentum intéressant, puisqu'en fait, on va être au moment où il y a une stratégie définie par le groupe Effort, liée à l'entrée d'investisseurs pour faire des acquisitions nombreuses rapidement pour atteindre une taille critique sur son secteur et une position de leader assez rapidement. Donc voilà, la croissance externe et le build-up est là pour faire grossir. Et finalement, la société Notarius est arrivée dans ce giron à ce moment-là. Donc en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, sur 2023, au niveau général, on a une baisse des transactions, mais on a une région qui reste dynamique grâce à son exposition à l'export et qui intéresse à la fois des groupes régionaux, à la fois des groupes nationaux et des groupes internationaux. Donc dans un deuxième temps, on va parler finalement des valorisations et de l'évolution des multiples et des valeurs. Donc en préambule, ce qu'il faut savoir, c'est que de quoi on parle et qu'est-ce qui intervient finalement sur cette valeur. Il y aura deux grands thèmes finalement. La valeur financière théorique, ce qu'on appelle la valeur d'entreprise, qui va finalement être associée à des éléments clés de la société. À la fois des décotes et des éléments d'appréciation qui vont faire varier cette valeur financière théorique, qui est liée finalement à ces projections financières. La taille, la rentabilité, il y a un savoir-faire spécifique de niche, des capacités commerciales importantes, la qualité ou la fidélisation des clients dans le portefeuille, des perspectives de développement. Voilà, il y a un nombre important d'éléments qui vont permettre, spécifiques à la société, qui vont faire finalement évoluer cette valorisation théorique de marché vers une valorisation financière de référence, qui est vraiment spécifique à la société.
Et puis, il y a la deuxième partie qui va être cette valeur financière de référence, comment on la fait évoluer encore pour arriver finalement à une valeur stratégique, à un véritable prix de marché pour notre société. Et là, c'est des éléments qui sont liés finalement au processus et à l'environnement de marché. Est-ce qu'on est dans un secteur dynamique? Est-ce que c'est le moment pour faire une opération? Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que nous on est rare ou est-ce que on est dans un secteur ultra concurrentiel, que tout le monde s'est racheté et qu'on a loupé le moment? Donc voilà, ces éléments-là, avec le process, la concurrence, les négociations, accompagnés dans un process timé, et bien finalement, on va dégager une valeur supérieure et arriver à une valeur stratégique pour le dirigeant, une valeur de marché. Voilà, donc ça, c'est ce qui est lié au processus lancé avec notamment un conseil en fusion-acquisition. Quand on parle de valeur d'entreprise, finalement, comment on valorise? On va valoriser l'exploitation en premier. Donc aujourd'hui, communément, ce qui est plutôt utilisé, ça va être des multiples sur deux agrégats principaux que sont le chiffre d'affaires et l'EBITDA, donc l'excédent brut, équivalent à l'excédent brut d'exploitation en France. En fait, on va prendre ces agrégats, mais on ne va pas les prendre de but en blanc. On ne va pas prendre les éléments comptables, on va prendre les éléments comptables, mais on va ce qu'on appelle, on va les retraiter. On va regarder, en fait, on va dégager une normativité de ces éléments. On va regarder au chiffre d'affaires ce qu'il y a de véritablement récurrent, parce que ça, on va le valoriser plus fort. Et puis, au niveau de l'EBE, on va dégager un petit peu on va travailler au niveau de nos charges, tout ce qui n'est pas finalement lié à l'activité normale de la société. Donc, ça peut être la rémunération du dirigeant, ça peut être un loyer qui peut être supérieur ou inférieur au marché, ça peut être des charges, tout un tas de charges non normatives. Par exemple, une société, j'avais accompagné une société qui a fêté ses 100 ans une année, qui avait invité tout le monde, clients, fournisseurs. Voilà, elle n'aura pas 100 ans tous les ans, on est bien d'accord. Donc là, c'est une charge qu'on peut considérer comme non normative, qui ne fait pas partie de l'activité normale de la société et qu'on va pouvoir retraiter pour dégager finalement une rentabilité normale de l'activité. Donc, en fait, ces agrégats permettent finalement de prendre les composantes opérationnelles de la société. C'est la véritable rentabilité dégagée par la société sur son marché. Mais on ne va pas prendre que la dernière année ou l'année qui nous intéresse. Voilà, les acquéreurs ne sont pas fous, surtout aujourd'hui dans le contexte où on est, on va rester sur un historique et on va pas prendre de risques, on va prendre de moins en moins de risques et du coup, on est plutôt sur les 3 dernières années pour valider que la véritable rentabilité qu'on a aujourd'hui, le statut qu'on a aujourd'hui, il est validé par les années précédentes. Donc, cette valeur d'entreprise qu'on va dégager par rapport à notre historique retraité, ensuite, elle va être diminuée ou augmentée par notre position bilancielle. Donc voilà, on a des dettes, on a des disponibilités, et tout ça, on va calculer ce qu'on appelle la dette financière nette et qui va nous faire atterrir en fait à la valeur des titres, qui est la véritable valeur de transaction. Donc, de base, de toute façon, plus la valeur d'entreprise est élevée, toute chose par ailleurs, plus la valeur des titres est élevée. Normalement, les éléments de dette et les éléments de trésorerie, c'est du 1 pour 1, mais il faut savoir que voilà, ça joue dans la valeur. Des fois, les gens l'oublient un petit peu, et puis il peut y avoir des retraitements, des choses qui sont prises en dette qu'on oublie, des engagements hors bilan qui n'apparaissent pas, comme des engagements hors bilan, des conditions qu'on a données à l'extérieur et qui finalement vont jouer et vont être repris au niveau des audits dans ces éléments financiers et des disponibilités. Il peut y avoir aussi, quand on fait partie d'un groupe et qu'on laisse une filiale, voilà, des accords intra-groupes, des prêts de trésorerie, des créances entre les sociétés du groupe qui peuvent jouer en fait sur cette valorisation. Donc il va y avoir un retraitement également de tous ces éléments-là pour dégager une véritable dette financière nette excédentaire. Donc ça peut être une dette, ça peut être une ça peut être une dette financière positive ou négative, suivant la position où on se trouve. Donc ces éléments-là nous permettent de passer de la valeur d'entreprise à la valeur des titres, qui sera la véritable valorisation de l'ensemble de la société, des composantes de la société.
Alors, comment on valorise cette société? On a parlé de multiples. Effectivement, ça va être la méthode qu'on va le plus utiliser, notamment pour valoriser des PME. Faut savoir qu'il y a 4 grandes, il peut y en avoir une cinquième avec la méthode d'Elbeum, on va la laisser de côté. Il y a 4 grandes méthodes utilisées aujourd'hui. La première qui sont les deux qui sont sur les comparables et d'autres sur plutôt des aspects financiers. Donc les comparables boursiers, voilà, comme il l'explique, on est finalement sur des multiples de sociétés comparables cotées. Alors, on va la mettre de côté puisque finalement, là, si on est sur des typologies de valorisation de PME, on n'a pas trop, on est sur des choses complètement aberrantes, prenant un comparable boursier. Si je suis ma société de BTP, je ne vais pas comparer à Bouygues Construction. Voilà. Donc, ce qui est compliqué sur un comparable boursier, c'est à la fois apprécier l'activité qui peut être multiple, le secteur qui nous intéresse pour dégager un multiple, on va pas pouvoir le trouver. Et puis c'est des groupes de taille impressionnante à l'international, donc un marché complètement différent. Donc on va être complètement faussé par rapport aux multiples qu'on va pouvoir ressortir. Ça donne une tendance, mais c'est pas non plus ce qu'on va prendre comme comparable. Donc, ce qu'on va prendre en comparable, effectivement, c'est plutôt les transactions sur le secteur. Donc, on va étudier, comme on l'a vu, les transactions qu'on a pu avoir sur notre secteur, comparables, de taille comparable également. Et du coup, là, on va voir le reflet des prix réellement payés par les acquéreurs, qui va prendre la prise de contrôle, puisqu'on va prendre que des transactions majoritaires. Voilà, donc la prime de contrôle est compris dans le prix payé, donc multiple. Donc la complexité, c'est que si on est sur un secteur de niche, un secteur qui n'est pas très dynamique, eh bien, on va avoir du mal à avoir des comparables pertinents dans le temps, en tout cas récent. Voilà, pour apprécier finalement la tendance du multiple. Et puis les deux autres méthodes qui peuvent être utilisées, alors il y en a une qui est plutôt utilisée dans des sociétés à forte croissance et notamment au niveau des startups, qui est la technique de valorisation par les DCF, des flux actualisés. En fait, on va là se baser sur un business plan et actualiser les flux futurs pour donner la valeur aujourd'hui. Donc là, effectivement, on est sur une société qui va être en forte croissance type startup, ou en tout cas une activité qui permet de définir des flux sur plusieurs années. Et puis la dernière qui est plutôt comptable mais qui nous permet d'avoir en fait un petit œil sur nous, ce qu'on appelle finalement la valorisation de base de première approche, qui est l'actif net réévalué, qui va être plutôt utilisé pour des sociétés voilà, de type industriel, qui ont de forts actifs et qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur dans les bilans. Donc là, on va faire une réévaluation d'actifs qui va nous donner finalement une réévaluation des capitaux propres de la société. Et nous, on se sert plutôt dans cette typologie industrielle avec des forts actifs pour avoir une valorisation de base. Mais en tout cas, ce qui est difficile, c'est des fois de valoriser concrètement des actifs sur un marché qui n'est pas forcément porteur. Et puis surtout, là, on n'est pas du tout sur la rentabilité de l'activité de la société. Donc là, c'est plutôt une approche qu'on pourrait appeler de liquidative. Donc voilà, donc en fait, on va vraiment se concentrer principalement sur les transactions comparables. Donc pour ça, on a différentes méthodes, différentes bases, et notamment il y a l'indice Argos qui en 2023 va donner finalement quelle est la tendance sur 2023 sur ces multiples. Mais on voit qu'on a une baisse. Alors une baisse, voilà, l'indice Argos nous donne une baisse de 10% en 2023 et on serait sur 9 fois l'EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation, on l'a vu tout à l'heure. Alors, il faut prendre avec des pincettes parce que à la fois la majorité, finalement, presque 30% des transactions se font dans ce secteur à moins de 7 fois l'EBITDA. Et puis, une part de transactions à plus de 15 fois qui diminue. Donc, on voit qu'effectivement, ça donne une tendance, on a une réelle diminution des multiples de valorisation. Alors, les limites de cet indice, c'est qu'on est tous secteurs confondus, c'est qu'on est sur des PME en Europe, seulement 30% sur les sociétés étudiées sont en France.
Et puis, on prend en compte des tailles complètement disparates. On est sur du 15 à 150 millions de valorisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une tendance. Sur des grosses sociétés, on peut le prendre en compte, ça c'est sûr. On voit qu'il y a une baisse, à la fois, comme on l'a vu sur une baisse des transactions, on a une baisse des multiples. Donc, c'est résultant d'un contexte macroéconomique à pas négliger quand même pour valoriser une PME. Alors, comment on fait finalement pour décrocher ça? Finalement, il y a un effet taille, il y a deux effets, il y a un effet taille et un effet secteur. Le premier, c'est l'effet taille. Donc, on peut voir que ici, sur des tranches qu'on a pu étudier tout à l'heure de chiffre d'affaires, plutôt sur les sociétés étudiées, eh bien, on va avoir un écart type de transactions, de multiples sur le BE. Donc, on voit que sur le secteur de 2 à 5 millions de chiffre d'affaires, on a des multiples qui vont de 3 fois à 9 fois. Mais sur la médiane, on est à 5 fois le BE. Et quand on regarde finalement nos médianes de multiples par rapport à la taille des sociétés, eh bien, finalement, on voit qu'on a une augmentation qui n'est pas linéaire, mais elle est bien là, du multiple en fonction de la taille. Donc, il y a bien un lien multiple et taille. Donc, la complexité souvent d'un dirigeant quand il veut vendre, c'est qu'il va dire, moi, ma valorisation, c'est ça, puisque mon voisin s'est vendu ça. Et le voisin fait peut-être une autre taille. Et même si on est dans le même secteur ou pas vraiment le même secteur, aujourd'hui, même si on est sur le même secteur, s'il y a une taille complètement différente, et on ne va pas être sur les mêmes valorisations et sur les mêmes multiples de BE. Donc, les multiples sont plus importants finalement pour des entreprises d'une taille supérieure. Et le deuxième effet, c'est l'effet sectoriel. On a vu sur les secteurs étudiés tout à l'heure, sur les 5 secteurs étudiés, ben finalement, en fonction de la taille, en fonction du secteur, on a une disparité du multiple. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'indice Argos, il est à prendre avec des pincettes, il donne une tendance, mais il y a des secteurs qui sont plus porteurs. Je parlais tout à l'heure des services informatiques, logiciels et services informatiques. Effectivement, suivant la taille, on va avoir une augmentation qui est significative. Vous pouvez voir que pour des tailles entre 20 et 75 millions, on a un multiple qui va driver et qui va atteindre le 9 qu'on a tout à l'heure. Et c'est un secteur qui a été porté par la période post-Covid, voilà, résilient à la crise, digitalisation de tout. Et effectivement, ça a été porté, le secteur en croissance, beaucoup de transactions, beaucoup de rachats et des multiples qui se sont envolés. Et voilà. Et d'une certaine taille, on va encore payer encore plus. Voilà. Contrairement à l'industrie, où là, on va être plutôt basé, vous voyez, industrie, bâtiment, on va être sur des multiples plutôt autour de 5, entre une taille de 2 à 5 millions de chiffre d'affaires, autour de 6, finalement, on va gagner un point entre 5 et 20 millions, et puis après, on va peut-être un petit peu stagner. Alors, dans l'industrie, ça augmente encore, et finalement, dans le bâtiment, on ne va pas avoir une augmentation linéaire sur une taille significative, ce qui fait qu'il y a un plafond de verre, en fait, lié au secteur. Donc voilà, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fois au niveau de la taille, on a des multiples disparates, mais aussi au niveau sectoriel et qui n'évoluent pas forcément proportionnellement à la taille. Donc, quand on valorise une société, il faut bien se caler dans le secteur, dans sa taille, pour valoriser la société. Et après, là, on a la valeur de principe financier qu'on a vu tout à l'heure, et pour lier à la société propre, on va regarder finalement, on va étudier en son sein toutes les caractéristiques qui vont faire qu'on va pouvoir la faire évoluer. Alors en fait, si on prend l'exemple d'une société dans l'industrie de 5 millions de chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure, notre valeur intrinsèque, elle est entre 5 et 6 sur notre multiple, mais finalement, quels sont les leviers pour le dirigeant qui va pouvoir activer pour faire évoluer ce multiple et ce curseur? Et bien on va voir, donc là on a une liste de leviers éventuels, mais il y en a tout un tas d'autres. Mais voilà, bah déjà la taille, on l'a vu, si on conquiert d'autres marchés, on va pouvoir augmenter cette valeur-là. Aujourd'hui, on est en 5 millions, on est entre 5 et 6. Si demain j'augmente le montant de mon chiffre d'affaires, eh bien forcément la taille de ma société, forcément le multiple, on l'a vu tout à l'heure, va croître également. Quels sont les produits que je fais? Est-ce que je fais des produits de valeur ajoutée faible?
ou de grande précision. Là aussi, la niche, mon savoir-faire et ma technicité, plus je vais l'améliorer, plus je vais avoir un phénomène de raréfaction sur le marché, de spécificité qui va faire qu'un acquéreur va payer plus cher. Ma capacité industrielle, est-ce qu'aujourd'hui je suis à 100% de ma capacité, je peux pas développer plus, ou alors j'ai encore des capacités à faire, je peux faire de la petite commande, du prototype aussi bien que des grandes séries, ou alors je suis limité dans finalement ma capacité industrielle. Donc ça va jouer aussi. La rentabilité, est-ce que je gère bien les coûts par rapport au marché finalement? Est-ce que ma rentabilité, mon EBE, il est correct face à des concurrents de mon secteur et de ma taille, ou est-ce que je peux encore gagner des points là-dessus? Ma concentration client, on l'a vu, je suis monoclient, ça peut être un danger qui va influencer le multiple forcément. Ou alors, j'ai plusieurs clients dans plusieurs secteurs différents, des secteurs porteurs. Voilà, je me suis désengagé, je suis monoclient dans l'automobile. J'ai réussi sur plusieurs années à me dégager de ça. Maintenant, j'ai de multiples clients sur différents secteurs et des secteurs porteurs. Et bien là, finalement, mon multiple, il va augmenter. Et mon équipe, ma structuration, est-ce que moi je fais tout? J'ai une seule personne, j'ai deux personnes, j'ai une équipe, j'ai trois équipes qui tournent en 3-8, qui est structurée, avec un top management parfaitement adéquat, avec des commerciaux qui me permettent d'avoir un chiffre d'affaires récurrent. Voilà, ça c'est différents leviers, des exemples qui vous montrent que finalement le dirigeant, il a à sa main des curseurs qui va pouvoir faire augmenter plus ou moins dans les années à venir et à permettre finalement d'augmenter ce multiple, alors qu'il ne va pas finalement dépasser, on l'a vu, même en niveau de taille, on ne va pas être décorrélé trop du marché, mais en tout cas, sur notre position, faire une analyse sur notre position aujourd'hui et quelle sera demain et les leviers à activer derrière pour augmenter cette valeur, et ben voilà, on peut travailler tout de suite là-dessus avec un conseil dans le temps pour finalement valoriser au mieux ma société quand je vais faire une opération capitalistique. Un exemple, par exemple, on reste sur l'industrie, notre société d'industrie de 5 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Si demain j'active quelques leviers, je suis sur un multiple de 5, même si on reste à ISO multiple, j'essaie de faire progresser mon chiffre d'affaires de 4 points, mon taux de marge de 2 points, et puis j'ai gagné un petit peu sur mes charges externes et peut-être sur du personnel que j'arrive mieux à identifier, des tâches mieux réparties. Et bien vous voyez que finalement, sur 4 points de chiffre d'affaires, 2 points de marge, tout de suite avec 80 000 € de charges en moins, l'effet multiplicateur du multiple fait qu'on a quasi 1,4 million, 1,5 million de valorisation supérieure tout de suite à ISO multiple. Sachant qu'en plus, si on gagne plus en chiffre d'affaires, si on gagne plus en rentabilité si on surperforme par rapport au marché, on va en plus gagner dans le multiple intrinsèque lié à la société. Donc là, ça sera décuplé à la fois dans le multiple et à la fois dans la valorisation derrière. Donc pour faire ça, eh bien, pour analyser ces mouvements, il faut être accompagné, et du coup par des conseils et des spécialistes. Et aujourd'hui, Exco développe l'activité finance et transactions avec des professionnels partout en région. Donc, il faut savoir qu'on est indépendant, qu'on est présent sur tout le territoire et qu'on lie aujourd'hui des activités de métier et d'accompagnement du dirigeant, à la fois sur des opérations de cession, à la fois sur des levées de fonds, avec l'approche des investisseurs et des négociations et des investissements. On accompagne à l'acquisition pour des sociétés, on l'a vu tout à l'heure, des sociétés qui veulent faire du build-up, qui veulent croître avec de la croissance externe. On a vu que pour gagner des parts de marché, finalement, la croissance organique, on va être limité à un certain moment, donc il va falloir sortir et faire des acquisitions pour croître tout de suite sur le marché. On l'a vu avec Elor tout à l'heure, lié. On a fait entrer une opération, ça peut être une opération de levée de fonds conjointe à un projet d'acquisition et de build-up derrière. Voilà, ça c'est des choses qu'on sait faire, qu'on sait accompagner, et on va aider le dirigeant demain sur le marché
pour réaliser finalement ces opérations qui vont durer dans le temps, entre 5 et 7 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on accompagne des grands groupes sur des acquisitions, et ils font 4, 5, 6, 10 par an, voilà, pour croître et accroître sa position de leader sur le marché. Et puis, on l'a vu, sur des sujets de valorisation, de retraitement, de conseil financier, ça va être en fait tout l'accompagnement sur ces curseurs qu'on peut ajuster dans le temps et pour que demain, au mieux, on soit la plus belle possible finalement sur le marché. Et pour ça, eh bien, on ne travaille pas seul, faut le savoir. Donc, on est lié, travaille aujourd'hui avec Financière de Courcelles, qui est un acteur plutôt de mid-cap. Donc, aujourd'hui, avec Financière de Courcelles, qui est une banque d'affaires indépendante également, on va pouvoir travailler avec eux sur finalement toute la gamme de chiffre d'affaires. On va travailler sur des tailles de sociétés de 1 à 500 millions de valorisation, taille de chiffre d'affaires. Voilà, qui est lié aussi en France et à l'international avec le réseau Global M&A dont fait partie Financière de Courcelles et puis le réseau Creston Global dont fait partie Exco. Donc on est capable de les accompagner, de trouver à la fois des acquéreurs ou à la fois des cibles à l'étranger et en France. On travaille avec les experts comptables, avec en fait tous les conseils que vous allez avoir autour de vous, les experts comptables, tous les auditeurs financiers pour travailler finalement sur cette normativité et ce retraitement avec nous sur la rentabilité de la société, avec les avocats et avec voilà, différents conseils. Donc aujourd'hui, on a installé, le groupe Exco FDC fait entre 30 et 40 opérations par an de tout type, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit cession, acquisition ou levée de fonds. Donc vous pouvez avoir ici voilà, un panorama des dernières opérations qu'on a pu faire sur de la PME comme Texas Group, qui était une société, 15 millions de chiffre d'affaires, fabricant de capteurs voilà, dans le motorsport, et notamment qui équipe toutes les Formule 1. Et voilà, qui a été lié, qu'on a transféré à une société industrielle aussi, Fogal Sensor, dans le sud, qui est accompagnée, qui était plus petite, donc là c'est un plus petit qui a racheté un plus gros, mais qui est accompagné par un fonds d'investissement avec une stratégie voilà, de build-up et de croître sur le marché rapidement, avec des synergies industrielles aussi. Et puis, vous pouvez avoir, par exemple, Micromec, qui est là dans l'usinage de précision, même dans la rectification, donc un savoir-faire vraiment spécifique, où là, on est tombé aussi dans le momentum avec un gros du secteur, qui est Visco, accompagné par un fonds d'investissement qui est Tikeo Capital. Donc voilà le panorama. Capable d'être sur tous les secteurs possibles et toutes les tailles de sociétés aujourd'hui qu'on accompagne en France et à l'international. Donc voilà, je vous remercie. Vous avez mes coordonnées ici si vous voulez me poser des questions par rapport à cette présentation multiple. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions si vous avez un projet demain et comment le monter. Voilà, je vais repasser la parole à Jean-Maurice. Merci Quentin. Merci Quentin. Alors en conclusion, vous l'avez compris, hein, une valeur d'entreprise, ça se travaille dans le temps, en ayant à l'esprit évidemment que tôt ou tard, il conviendra de transmettre. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on ne cède plus seulement au moment de prendre sa retraite, hein, ça peut se faire bien avant, notamment si on souhaite repartir sur un nouveau projet. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que dans la mesure du possible, hein, il est bon de travailler à une première approche de valeur de votre société, avec des mises à jour régulières, en fait, hein, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Quentin, pour optimiser votre valeur au moment de transmettre. Et dans tous les cas, il est clair, et c'est ce qu'on constate, hein, c'est que le chef d'entreprise qui prend le temps de réfléchir à la valeur de sa société, finalement, il pose sa réflexion sur sa stratégie, sur son environnement concurrentiel, son organisation, sa gestion, enfin bref, c'est pour lui l'occasion à un moment de marquer des points d'étape et finalement de travailler sur sa valeur à long terme. Alors,
La question de la valeur, elle est aussi importante, comme l'a suggéré Quentin. Quand on a un projet de croissance externe, hein, il faut évidemment savoir analyser la valeur de la cible, il faut savoir décortiquer le modèle économique hein, qui est derrière la valorisation qui est proposée par le cédant. L'objectif aussi, c'est évidemment de comprendre les synergies qui sont possibles, qui sont envisageables avec votre propre entreprise. Voilà. Évidemment, pour tout cela, Quentin saura parfaitement vous accompagner, évidemment en lien étroit avec votre expert comptable, qui est votre conseil principal. Donc, vous disposez des coordonnées de Quentin et vous pourrez aussi retrouver notre webinaire sur notre chaîne YouTube XConnexium. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, encore merci pour votre présence et à très bientôt pour un prochain webinaire de conseil Exco.